Je vais passer la parole maintenant pour répondre à la question sur le contrôle du juge permet-il de garantir les droits des salariés hautement mobiles, à Ismaël Omarji, maître de conférence à l'Université Paris-Nanterre et co-directeur du Master 2 juriste européen des affaires. C'est à vous. Merci. Alors, je vais formuler un certain nombre d'observations générales qui sont communes au transport aérien, routier, ferroviaire et également au droit du travail et à la sécurité sociale. Et ensuite, je formulerai quelques observations propres au secteur routier et propres au secteur aérien. Alors, parmi les observations générales, 3 observations. D'abord, le travail du juge va consister pour ces travailleurs hautement mobiles à chercher un rattachement de leur activité, à rattacher leur activité à un territoire et au fond à rechercher le pays avec lequel le travail présente un rattachement significatif. Et c'est une tâche qui n'est pas du tout aisée et qui sera plus ou moins aisée en fonction de la précision des textes. Lorsque les textes sont précis, le contrôle du juge ne consiste qu'à contrôler la bonne application des textes. Là où les textes sont moins précis, alors il a une grande marge d'interprétation et il pourra apporter même créer du droit, c'est-à-dire apporter des précisions importantes. Et justement, si on prend la notion d'employeur, on s'aperçoit que la notion d'employeur n'est pas définie dans les règlements de sécurité sociale alors qu'elle est centrale. Et dans l'arrêt FMB, le juge a justement défini la notion d'employeur, une définition fondée sur la subordination et surtout sur la réalité objective du salarié, de sa situation du salarié, et qui permet, à mon sens, j'y reviendrai dans un instant, de lutter peut-être contre des stratégies d'optimisation, cette définition donnée dans l'arrêt FMB. Ce contrôle du juge, il peut aussi conduire à une requalification. Lorsque la qualification donnée par les parties ou les institutions de sécurité sociale ne correspond pas à la réalité de la situation, le juge va requalifier la situation du salarié et on observe que, quel que soit le secteur, le juge était amené à contrôler la qualification de détachement, aussi bien dans l'arrêt Arosa, dans l'arrêt Vueling, l'arrêt FNV également pour le transport routier. En chaque fois, il s'agit de requalifier la situation qui ne correspond pas, qui sont qualifiées de détachement et qui ne correspondent pas en réalité à un détachement. Enfin, troisième observation générale, on peut dire que, à la lumière d'évolution de la jurisprudence, il s'agit au fond, aussi bien en droit du travail qu'en droit de la sécurité sociale, de soumettre le salarié au lieu à partir duquel il s'acquitte de ses obligations à l'égard de son employeur. Et cette formule, on la trouve dans l'arrêt Colge du 15 mars 2011 sur justement le conducteur routier et également dans l'arrêt Vueling concernant le personnel navigant, l'arrêt Vueling de 2 avril 2020. Alors maintenant, au-delà de ces observations générales qui sont communes, quelques observations particulières concernant le transport routier d'une part et le transport aérien d'autre part. D'abord, concernant le transport routier. Au fond, ils sont les conducteurs, les chauffeurs. Alors on m'a dit qu'il ne fallait pas parler de chauffeurs, plutôt de conducteurs, mais ils sont considérés comme des travailleurs plus réactifs. On part de cette base-là, puisque ce sont des travailleurs hautement mobiles. Et le juge, donc, recherche la loi la plus proche de la relation de travail, et il est guidé par 2 soucis. Un souci de proximité, donc la loi la plus proche de la relation de travail, et aussi un souci de protection, c'est-à-dire protection du salarié en tant que partie faible. L'arrêt Colge, c'est très visible dans l'arrêt Colge où le juge recherchait le lieu à partir duquel le salarié, le chauffeur routier s'acquittait de ses obligations et il indiquait bien qu'au fond, il recherchait ce lieu parce que c'était une partie faible au contrat. Donc, il était dans une logique de protection. Il me semble, mais là je parle sous le contrôle de M. Parillo, que cet arrêt Colge était plutôt bien accueilli au fond par les conducteurs routiers et au fond que c'est une solution qui était acceptable. Et le juge avait
finalement formuler certains éléments de rattachement, donc le lieu où le salarié reçoit ses instructions et ses missions, où il organise son travail, le lieu où se trouvent les outils de travail, et au fond, ça correspond aux éléments qu'a mis en évidence un des intervenants précédents, l'arrêt Noguera concernant, pour les transports aériens, concernant EasyJet. On retrouve exactement les mêmes critères, mais il me semble que c'était une solution qui était plutôt acceptable. J'observe d'ailleurs que dans l'arrêt FNV, le syndicat néerlandais, en première instance, a évoqué l'arrêt Keusch, avant ensuite de se raviser et d'invoquer le détachement en cassation. Donc il y a là un changement d'attitude qui, à mon avis, ne va pas dans le sens de la protection des conducteurs, mais je vous dirai ce que vous en pensez. En matière de droit de la sécurité sociale pour les conducteurs routiers, c'est la pure activité. Et l'arrêt FNB le montre très bien et le rappelle qu'on applique les règles qui ont été rappelées tout à l'heure, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une activité substantielle sur le lieu de soumission à la loi de résidence si le salarié exerce une activité substantielle sur ce territoire, ou alors c'est la loi d'établissement de l'employeur. Alors, sur le transport routier toujours, il me semble que la tendance quand même est à circonscrire le détachement. Il y a deux arrêts quand même qui montrent que le juge veut quand même circonscrire les situations de détachement. D'abord l'arrêt d'Odès-Berger du 19 décembre 2019, qui ne concerne pas le transport routier, qui concerne le transport ferroviaire, mais des personnes qui avaient des activités de nettoyage dans les trains. Et le juge met en avant un critère qui est le critère du lien suffisant avec le territoire d'accueil. Et si ce critère n'est pas suffisant de rattachement au territoire d'accueil, le juge refuse la qualification de détachement. Et ce critère du lieu suffisant, on le retrouve dans l'arrêt FNV du 1er décembre 2020, où là encore, la Cour, il s'agissait d'un contrat d'affètement entre une entreprise de transport située aux Pays-Bas et des sociétés appartenant au même groupe situé en Allemagne et en Hongrie, et les conducteurs routiers, c'était des conducteurs qui venaient d'Allemagne et de Hongrie. Et la Cour, et la question est de savoir s'ils pouvaient considérer qu'ils étaient détachés aux Pays-Bas, alors que leur activité se déployait dans les États membres. En réalité, ils circulaient dans les États membres. Et la Cour refuse la qualification de détachement en considérant que, justement, il faut que le travail présente un lien suffisant avec le territoire, et là, il n'y avait pas de lien suffisant avec le territoire des Néerlandais. Alors, comment caractériser ce lien suffisant? Dans cet arrêt FNV du 1er décembre 2020, la Cour indique qu'il faut vérifier la nature des activités sur le territoire, le degré d'intensité des activités avec le territoire de chaque État membre dans lequel le conducteur opère, et la part de ces activités dans l'ensemble du service des transports. Et le fait de recevoir des instructions et de commencer, de terminer ses missions au sein d'une entreprise ne caractérise pas le détachement. Ça, c'est très important parce que, en réalité, lorsqu'on commence et termine une mission, ça peut caractériser, en fait, déterminer le lieu, la loi applicable à la relation de travail, mais ça ne détermine pas, en réalité, la qualification de détachement. Il me semble que ces éléments, ces critères sont confirmés par la directive du 15 juillet 2020, puisque la directive du 15 juillet 2020 indique dans son considérant 9 que le détachement devrait reposer sur l'existence d'un lien suffisant rattachant le conducteur et sur le service fourni sur le territoire d'un État membre. Donc il y a là une convergence entre la jurisprudence de la Cour de justice et la nouvelle directive du 15 juillet 2009. La question qui est sous-jacente à cela, c'est le détachement est-il en réalité pertinent pour appréhender la situation des conducteurs routiers? Ça, c'est une vraie question et elle n'est pas si évidente en réalité.
la Cour, bien sûr, on peut dire que s'il n'y a pas de détachement, le salarié est privé du noyau dur et de la rémunération de l'état d'accueil, mais en réalité, il y a beaucoup quand même de situations où le conducteur circule qui ne relèvent pas en réalité du détachement. Et la directive va en ce sens, limite, par exemple, indique que le cabotage, c'est du détachement, mais hormis le cabotage, en réalité, la question reste ouverte. On ne va pas toujours aller vers la qualification de détachement. C'est de la pluriactivité. Si on ajoute à cela que l'arrêt AFMB qui définit la notion d'employeur de façon objective et qui considère que c'est pas forcément celui qui a signé le contrat de travail, mais l'employeur est celui et finalement la personne qui est liée, justement, qui a un rapport de subordination avec le salarié, et on s'intéresse donc à la situation objective du salarié. On peut considérer que l'évolution de la jurisprudence est plutôt favorable, il me semble, va plutôt dans le bon sens s'agissant des conducteurs routiers. Et il y a là un contraste avec la jurisprudence en matière de transport aérien, et j'arrive là à quelques observations concernant le transport aérien. Contraste, non pas que le juge ne cherche pas à lutter contre le travail illicite et les faux détachements. Le juge national, lorsqu'il est saisi, il cherche à le faire. Mais il me semble que l'action du juge national et des administrations nationales est entravée par la jurisprudence de la Cour de justice. Si je devais résumer la jurisprudence de la Cour de justice de l'arrêt Arosa avec les arrêts Altoun, les arrêts Vueling, il me semble quand même qu'il y a une méfiance à l'égard du juge national. La Cour de justice est enfermée dans une logique purement procédurale, mettre en œuvre la procédure de dialogue entre les institutions, et qui se fait, me semble-t-il, au détriment de la lutte contre le dumping social, puisque le dialogue peut être très long, en fait, entre les institutions, et cela ne permet pas efficacement de lutter contre des hypothèses de faux détachement. Alors, on pourrait développer sur la question, je ne reviens pas, la présomption de régularité de l'affiliation, etc. Mais dans l'arrêt Arosa et dans l'arrêt Vueling, la Cour précise bien que même s'il est avéré que les conditions d'activité de travailleurs détachés n'entrent manifestement pas dans le champ, ne correspondent pas réellement à la situation, il faut quand même instaurer la procédure de dialogue, et en tout cas le juge national ne peut pas écarter le certificat. Certes, il y a la situation de fraude qui est reconnue par l'arrêt Altoun, mais même dans les hypothèses de fraude, la Cour exige le respect scrupuleux de la procédure, et que ce n'est que si l'institution qui a émis le certificat finalement s'abstient de réexaminer la situation d'un délai raisonnable que le juge pourra écarter le certificat en cas de fraude. Donc, même en cas de fraude, la fonction du juge est strictement encadrée. Et la Cour a même indiqué que dans le cadre d'une action pénale, le juge national devait d'abord s'assurer que la procédure de dialogue a été enclenchée par l'institution de l'état d'accueil. Donc, il me semble que la jurisprudence de la Cour de justice, là, n'est pas tout à fait, ne va pas dans le bon sens et ne permet pas d'appréhender de manière suffisante des situations d'optimisation sociale et des situations de contournement aux règles relatives au détachement. Et pour ce faire, la Cour s'appuie sur tous les grands principes de droit européen, c'est-à-dire la coopération loyale entre les institutions, la sécurité juridique, la primauté du droit de l'Union européenne, notamment. La Cour de cassation, le juge national, mais il n'a pas d'autre choix que de se conformer en réalité aux orientations de la Cour de justice. On a vu dans l'arrêt Arosa, finalement, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation en a tiré les conséquences. On a vu également dans un arrêt concernant CityJet, dans un arrêt de la Chambre criminelle du 18 septembre 2018. Et dans l'arrêt Vueling, la Cour de justice est même allée très loin, parce qu'elle a considéré que le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne pouvait mettre en échec le principe d'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, c'est-à-dire qu'en réalité, la Cour de justice là, interdit finalement
ne permet pas de lutter encore une fois efficacement contre le dumping social. On note une ouverture dans l'arrêt Bouygues, du 14 mai 2020, puisque la Cour de justice a considéré que l'effet du certificat, les effets du certificat finalement n'étaient attachés, les certificats ne produisaient leur effet qu'en matière de sécurité sociale et non pas en droit du travail. Donc le juge national peut au moins continuer à lutter contre le travail illicite en droit du travail, et la Cour de cassation vient de rendre un arrêt, là dans l'arrêt Bouygues vient de rendre son arrêt, le 12 janvier 2001, la Chambre criminelle de la Cour de cassation en a tiré les conséquences en matière du droit du travail. Alors l'arrêt Bouygues du 14 mai 2001 ne concerne pas le transport, mais il peut être transposé au domaine du transport sur le rôle justement des juges en matière de droit du travail et de droit de la sécurité sociale. Le juge en droit du travail peut poursuivre finalement son travail de lutte contre le travail illicite, puisque le certificat émis par les institutions de sécurité sociale ne produisent aucun effet en matière de droit du travail. Alors voilà, dans ce temps limité, les quelques observations que je pouvais faire sur la jurisprudence de la Cour de justice.